pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Jean-Claude Bourret, aujourd'hui c'est le 31e élément de ce dossier OVNI, pas de panique. Et cette semaine, donc, nous avons commencé hier à faire venir des experts au micro de Pas de panique pour tenter une explication sur ce problème des OVNI. Hier, nous avons entendu M. Lebaille. Aujourd'hui, je vous laisse nous présenter notre nouvel invité. Aujourd'hui, c'est M. Patrick Mdieu, qui est chercheur au service d'aéronomie du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et qui va dans un premier temps, en quelque sorte, poursuivre l'exposé qu'avait commencé hier Patrick Lebaille, qui, je vous rappelle, était ingénieur en chef d'un très important centre de recherche de la région parisienne, c'est-à-dire l'attitude des scientifiques face aux problèmes des ovnis en général, et cette fois, l'attitude des scientifiques face aux témoignages des petits êtres. Patrick Mdieu, vous êtes un scientifique, vous travaillez au CNRS. Il y a quand même quelque chose qui est assez irritant pour l'esprit, à la limite presque irrationnel. Ce sont les témoignages qui parlent de ces petits humanoïdes, et la multiplication de ces témoignages tendrait à accréditer justement qu'il y ait eu réellement des atterrissages et apparitions de petits humanoïdes. Alors, quelle est l'attitude d'un scientifique face à ces témoignages multiples ? Eh bien, il y a tout d'abord une attitude qui est tout à fait naturelle, me semble-t-il, c'est de ne pas les rejeter a priori, ce qui serait la preuve d'une objectivité, puis d'abord de les analyser systématiquement. Il faut bien voir que quand on analyse un phénomène sur le plan scientifique, c'est un problème extrêmement important, et c'est pour ça que sur le plan scientifique, il faut avoir un certain scepticisme malgré tout. Eh bien, on ne doit prendre en considération en principe un phénomène que s'il est reproductible au laboratoire. Je prends un exemple, vous avez un chercheur qui fait une expérience scientifique, il en définit les conditions, il publie un rapport, et un autre chercheur ayant les mêmes moyens pourra à l'autre bout du monde observer le phénomène s'il a assez de soins. Parfois ça ne marche pas, et à ce moment-là on démontre que le premier a eu tort. Alors quand vous vous trouvez devant ce genre de phénomène, c'est un petit peu la même chose que quand vous observez des phénomènes atmosphériques qui sont rares. Et l'épreuve statistique va nous renseigner, ne va pas nous prouver que le phénomène existe, parce que le phénomène à ce moment-là il faudra l'avoir en main, mais va nous ouvrir l'esprit en nous disant il y a nécessairement quelque chose. Voyez-vous, c'est une démarche qu'il faut avoir. Il faut se dire que si on observe un certain nombre de phénomènes qui se reproduisent très souvent, eh bien il faut ouvrir son esprit, se dire il y a quelque chose incontestablement. Savoir ce que c'est un autre problème. Alors à ce moment-là, c'est un autre domaine d'étude. Mais en première approximation, d'une manière tout à fait objective, il faut systématiquement étudier les choses. Et à ce moment-là, on voit apparaître des choses intéressantes. Qui apparaissent à travers l'étude statistique des témoignages. Oui. Par exemple, quand vous demandez aux gens qu'est-ce que vous avez vu, vous allez tout de suite leur demander quelle est la forme générale du personnage. Et à ce moment-là, ils vous définissent une taille, par exemple. Donc on va faire une statistique sur les tailles. Ils vous définissent un axe de symétrie ou un plan de symétrie du personnage. Par exemple, une tête. Enfin, tout le monde a entendu parler de ça, donc on peut déjà le dire. Une tête, des bras, des jambes, voyez-vous. Et quand l'enquêteur pose des questions, c'est ce qui ressort à travers les enquêtes que nous pouvons lire, eh bien l'enquêteur pose des questions très précises. De plus, le témoin, parfois, a été impressionné pendant quelques instants. Mais d'autres fois, il a vu le personnage un petit peu plus longtemps, il a pu l'observer. Donc, étant donné que ça produit un choc de voir ce genre de petits personnages, ou de grands personnages, ou de personnages, disons, eh bien vous enregistrez des caractéristiques générales, la forme des yeux, la forme du nez, la forme de la bouche s'il y en a une, la largeur des épaules, la grandeur de la tête, la couleur, la pilosité, enfin tout un tas de caractéristiques que vous allez cocher sur un livre. Et ensuite, ce sera le chercheur dans les soucoupes, il y en a un certain nombre qui ont fait la chose, qui regarde, et à ce moment-là, on voit apparaître des choses étonnantes. On voit apparaître par exemple la taille. On parle souvent des petits hommes verts. Alors tout d'abord, c'est une blague parce qu'il n'y en a pas, enfin, à ma connaissance, des petits hommes verts. Ça n'existe pas. Enfin, on n'a jamais observé de petits hommes verts. Mais le petit homme vert, c'est un petit personnage qui fait 1m10. À peu près 1m10, 1m20. Et la question se pose de savoir, sur le plan purement scientifique, pourquoi tel monsieur qui est agriculteur en Argentine voit un petit personnage qui décrit très bien, suivant les méthodes du portrait robot, enfin on peut lui faire dire ce qu'il a vu,
Un Français voit la même chose, un Africain voit la même chose, un monsieur qui habite en Russie voit la même chose, un Américain du Nord voit la même chose, un Japonais éventuellement ira voir la même chose. Partout sur Terre, on voit par exemple ce genre de petits personnages. On n'en voit pas des milliers, enfin on en voit suffisamment pour se poser la question de savoir si c'est vrai. Alors, le portrait robot de l'humanoïde. Ah, mais alors, le portrait robot de l'humanoïde, on ne peut pas le faire, en fait. Parce que, quand on étudie les choses, et c'est ce qui, justement, pose des questions, il y a plusieurs catégories de personnages. Alors, ça a été étudié par des chercheurs, et on s'est rendu compte qu'il y avait des petits personnages qui faisaient dans les 1 mètre, 1 mètre 20. Alors, la taille peut varier entre 90 et 1 mètre, par exemple. Puis, vous en avez des plus grands. Vous en avez qui sont tout à fait humains, qui ressemblent tout à fait à des hommes, qui parlent dans la langue du témoin. Vous en avez des grands, qui font 2 mètres de haut, alors eux, vous en avez qui sont cyclopes, alors vous en avez qui ont des formes bizarres, vous en avez qui ont un aspect genre scaphandrier. Alors il faut bien voir que c'est assez difficile malgré tout de pouvoir analyser la forme d'un personnage quand on est enquêteur, parce que, étant donné que le témoin, d'une manière générale, est un monsieur qui n'a pas une très grande connaissance technique, il va décrire le personnage en fonction de son vocabulaire. Et on parlera de scaphandrier, par exemple, enfin, des petites choses comme ça. Enfin, malgré tout, on arrive à définir des traits généraux qu'on retrouve partout. Ce qui paraît quand même curieux à travers de ce que vous venez de me répondre, c'est qu'il y a déjà plusieurs tailles de personnages, ce qui heurte un petit peu l'esprit dans la mesure où c'est déjà difficile d'admettre qu'il y a soit des extraterrestres, soit je ne sais quels humanoïdes qui viennent nous rendre visite, mais en plus qu'il y ait des personnages aussi variés, dans des engins de forme aussi variés, alors là c'est plus que difficile à admettre. Des cyclopes, des géants qui font 2 mètres de haut, des gens qui parlent la même langue, des petits bonhommes de 1 mètre 10. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression que parmi tous ces témoignages d'êtres extraordinaires, il y a quand même une catégorie qui est due à la fabulation, je ne sais pas quel mythe. Il ne semble pas. Il faut bien voir que les gens qui posent des questions, malgré tout, en particulier les gendarmes, pour ne prendre que ces personnages-là, qui interrogent, eh bien ces gens-là sont quand même sceptiques. Et ils cuisinent, c'est le mot qu'on peut utiliser, si vous le permettez, ils cuisinent le témoin. Quand le témoin est un adulte, on peut, au moyen de questions, on peut arriver à faire dire des bêtises. Les gens oublieront, par exemple, qu'ils ont donné tel détail. Mais quand un témoin est capable de donner tout le temps le même détail pendant de nombreuses heures, de répéter à plusieurs enquêteurs qui viennent l'ennuyer, souvent c'est un petit peu ce qui se passe, la même chose, alors à ce moment-là, il faudrait soit supposer que le témoin est un monsieur qui a une imagination extrêmement riche et puis une très bonne mémoire, soit supposer que le témoin raconte, et ça a été proposé par des psychologues, soit raconte une espèce de fantasme intérieur qui serait commun à ce moment-là à tous les hommes. C'est un problème qui a été étudié en psychologie, ça. De se dire pourquoi les gens voient quelqu'un qui a 2 bras, 2 jambes. Eh bien, est-ce que les témoins n'ont pas une imagination débordante et n'ont pas projeté quelque chose ? Seulement, d'autre part, on peut immédiatement, pour attaquer par exemple ce genre d'argumentation, dire mais enfin, pourquoi ce monsieur qui est un brave paysan du midi de la France, je pense à un exemple en particulier, Valençol, pourquoi ce monsieur irait brusquement raconter des histoires pareilles, voyez-vous? Pourquoi? Et puis il n'y a pas que ça, c'est que les petits personnages, bon, ont une forme, mais en plus de ça, ils se promènent, ils se déplacent. Or, il y a des témoignages, par exemple, qui vous parlent de petits personnages qui volent. Bon, alors quand c'est un Parisien qui a l'habitude de lire des livres de science-fiction, le témoignage n'a pas une très grande valeur. Mais quand le témoin est un agriculteur d'Amérique du Sud, par exemple, et qu'il vient ou d'Amérique du Nord, un monsieur qui n'a pas une très grande... qui ne s'est pas intéressé à la question, apparemment, d'après ce que l'on peut savoir, parce qu'on pose des questions à l'entourage du témoin pour savoir un petit peu ce qu'il a. On interroge les gens du village pour voir si le bonhomme est fou, vous comprenez, par exemple. Eh bien, il est bien clair que si le témoin raconte une histoire d'un phénomène qui ressort de la science-fiction, on peut se poser des questions. Je pense à certains cas, par exemple des bonhommes qui volent. Vous avez un petit personnage qui vole, par exemple, et quand on lui tire dessus à coups de fusil, parce qu'il est tout naturel quand on est un homme
relativement simple et qu'on rencontre un petit personnage, de lui tirer dessus à coups de fusil. On lui tire dessus à coups de fusil, on voit que quand le coup est donné, le petit personnage recule. Je dirais pas en suivant les lois de la mécanique, mais on a bien l'impression qu'il a reçu un choc et qu'il a reculé. Il flottait pour une raison assez curieuse. Le petit personnage est lumineux. Le petit personnage, par exemple, et ce sont des descriptions qui ont été données il y a à peu près une vingtaine d'années, bien avant que des hommes aillent dans l'espace, le petit personnage présente une combinaison faite d'une substance, voilà ce que décrira le témoin, une substance qui est très souple, au besoin le témoin aura touché, un peu comme du plastique, mais métallisé. Vous voyez, comme du papier de chocolat. Alors, maintenant, on sait faire, par exemple, nous, des plastiques qui ont un aspect remarquable, qui sont métallisés. Eh bien, voyez-vous, on peut se poser la question de savoir pourquoi le témoin aurait inventé ça. C'est ce qui rend, dans une certaine mesure, le témoignage crédible. Alors, on peut multiplier les exemples. Si vous voulez, on peut en prendre d'autres. Alors, les dimensions. Vous m'avez posé une question. Oui, non, j'en reviens à mon portrait robot. Quel est, parmi tous les témoignages, le type qui revient le plus souvent? Alors, le type qui revient le plus souvent, c'est le petit personnage. C'est le petit personnage qui est grand comme un 1m10, 1m20, qui a un certain nombre de caractéristiques qui est assez difficile de décrire avec des paroles. Il faut plutôt faire un dessin. Une grosse tête, par exemple, une tête un petit peu plus grande que celle d'un homme, etc. Il a des petits pieds, des petites mains, ou il n'a pas de mains. Il y a des yeux? Il y a des yeux qui regardent. Alors c'est assez gênant, des yeux qui regardent. Alors il y a des yeux qui sont de différentes couleurs. Alors il faut bien voir aussi que quand un témoin décrit des yeux, on peut se poser des questions. Il y a des témoins qui ont décrit des yeux du style des nôtres. Voyez-vous, des yeux, enfin on a l'impression qu'il y a un organe qui regarde. Il y a d'autres témoins qui ont décrit des plaques, enfin une espèce de surface lumineuse, par exemple, ou rouge. C'est des surfaces. Enfin, on peut imaginer que derrière, en fait, le personnage qui visite, là, le visiteur, en quelque sorte, a une combinaison, et puis que le témoin prend pour des yeux ce qui n'est pas des yeux. On peut faire travailler son imagination, bien entendu. Monsieur M. Dieu a donc essayé aujourd'hui de tracer un portrait robot de ces humanoïdes que certains témoins affirment avoir vus à côté d'un ovni. Mais là, c'était un peu, disons, l'aspect physique. Est-ce que l'on a une idée, Jean-Claude Bourret, de quelle matière ils peuvent être composés? Comment fonctionne leur système sanguin, s'ils ont du sang d'ailleurs? Vous imaginez bien qu'il est très difficile de répondre à une telle question, pour l'excellente raison qu'aucun médecin, aucun chirurgien n'a pu jusqu'à présent faire une autopsie de petits bonhommes. Mais peut-être que les biologistes se sont penchés sur ce problème. Les biologistes, certains, très rares évidemment, se sont penchés sur ce problème, et c'est le cas notamment de Rémi Chauvin, qui est professeur de biologie à la Sorbonne et qui vous expliquera demain s'il est possible d'imaginer que des êtres puissent vivre dans un milieu très différent du nôtre, par exemple dans un milieu toxique. Pas de panique, dossier OVNI.